30 septembre 1994, 17h, chemin de Belle-Île, Maureen Heights, Canada. L'automne est doux en cette fin de journée dans les Laurentides. Dans cette région montagneuse au nord de Montréal, les forêts s'habillent patiemment de leurs robes rouge-orangé alors que le thermomètre affiche une quinzaine de degrés. Suzanne et Antonio Dutoit sont invités à manger chez Dominique Bellaton, une amie et ancienne connaissance de l'ordre du Temple solaire. Quand ils arrivent sur place, surprise. Dans le salon sont installés Jerry et Colette Genoux, ainsi que Joël Heger, tous trois membres de la secte et arrivés de Suisse quelques jours plus tôt. Les discussions sont bon enfant. Tout le monde semble passer un bon moment. Et pourtant, quelques minutes plus tard, la soirée va virer au cauchemar. Le lendemain, il ne reste que des cendres du pavillon. Pour autant, la funeste soirée n'est que le prémisse de l'horreur qui suivra. Une fureur et une folie collective qui fera des dizaines de morts, des deux côtés de l'Atlantique. En Suisse, c'est un véritable carnage. De découvertes macabres, je ne s'attendait certainement pas à découvrir ce carnage. God speak to me. It was rush hour when the sarin gas began to spread through Japan's subway system. Scène de crime vous plonge dans l'enfer des sectes. Your only chance to survive is to leave with us. Pour comprendre le mystère de l'ordre du Temple solaire, il faut remonter à sa création. Le culte naît en Suisse, à Saconnex-d'Arves en 1984, de la fusion de deux groupes ésotériques. L'Ordre international chevaleresque de tradition solaire et la fondation Golden Way. Deux figures se détachent et tirent les ficelles de ces groupes sectaires. Cet ordre, cette discipline dont je vous parle, doit nous aider à nous libérer. Tout d'abord, Joseph Di Mambro, dit Joe, 60 ans, un ancien bijoutier condamné à 6 mois de prison pour escroquerie. Créateur de la fondation Golden Way, c'est lui qui structure l'ordre du Temple solaire et recrute un acolyte pour cela, Luc Jouret. Luc Jouret est un médecin homéopathe belge. Les témoignages d'anciens membres de la secte décrivent un homme parfaitement à l'aise à l'oral et au charisme certain. Installé à la tête de l'Ordre international chevaleresque de tradition solaire, il multiplie les conférences et salons ésotériques pour prêcher la bonne parole. À la création de l'Ordre du Temple solaire, ou OTS, en 1984, les deux acolytes se répartissent les rôles. Luc Jouret portera la coiffe de grand maître, figure charismatique et recruteur de la secte. Joseph Di Mambro, lui, sera le financier et la véritable tête pensante du culte. Le premier dans la lumière et le second dans l'ombre. Pendant une dizaine d'années, la secte officie entre la Suisse, le Canada et la France. Elle recrute des centaines d'adeptes et compte près de 500 membres à son apogée. Côté idéologie, l'ordre du Temple solaire est un melting pot, un mélange de croyances diverses. Des croyances empruntées au mysticisme chrétien, gnostique et d'autres pratiques occultes. Ses membres se déclarent héritiers des Templiers, un ordre militaire et religieux du Moyen-Âge. Lors des cérémonies, les membres de l'OTS s'habillent de capes rituelles blanches ornées de la croix rouge des Templiers. Le symbolisme est total. Compliqué donc de définir l'idéologie de l'ordre du Temple solaire. Certains écrits parlent de créer une élite spirituelle, une élite choisie pour perpétuer l'espèce humaine dans le temps et l'espace. D'autres parlent de créer une chaîne de fraternité internationale et des centres de vie à travers le monde. Une chose est sûre, la secte se porte bien au début des années 90. Villa de luxe, voitures, voyages, les cotisations des membres aisés du culte permettent à Joe Di Mambro et Luc Jouret de vivre dans l'opulence. Pendant toutes ces années, Luc Jouret multiplie les conférences sur le développement personnel et l'homéopathie à travers le monde. Entreprises, universités et banques, il prêche subtilement les préceptes de l'ordre, comme ici, au Canada, dans les années 80. La naissance, la vie, la mort m'intéresse énormément et je fais à Genève notamment des séminaires de 3-4 jours suivis ou même de 6 jours uniquement sur ce sujet-là avec une joie immense parce que je vois vraiment des gens complètement changés à l'issue de ces séminaires-là. Pourquoi pas envisager ça un jour ? Ça me dérange pas. Mais il est clair que nous ne pouvons pas séparer ces expériences l'une de l'autre.
il y a eu à un certain moment la naissance et puis à un moment la mort. Est-ce que la naissance n'est pas une mort? Est-ce que la mort n'est pas une renaissance? Libre à vous d'y penser. Joseph Di Mambro, de son côté, investit dans des projets immobiliers. Il achète des fermes en Suisse, des chalets au Canada et construit un centre de survie nommé Sacré-Cœur aux alentours de la ville de Québec. Que plusieurs familles québécoises et européennes ont décidé d'unir leurs efforts et leur expérience pour la réalisation d'une culture solaire, énergétique, basée... Objectif affiché, y développer une ferme biologique et en faire un refuge en cas de guerre nucléaire. Que ce soit dans les prêches de Luc Jouret ou dans les investissements de Joe Di Mambro, on retrouve la même vision. Une certitude que le monde va changer et que l'ordre du Temple solaire et ses adeptes doivent s'y préparer. Pourtant, assez vite, certains membres de la secte commencent à se méfier et des dissensions apparaissent au sein de la communauté. D'autres accusent Joe Di Mambro d'escroquerie et de vol. Ils réclament le remboursement de donations qu'ils auraient faites à la secte et que le gourou aurait détourné à des fins personnelles. Joe Di Mambro aurait convaincu plusieurs membres de participer à des entreprises fictives et des projets immobiliers bidons. La secte est en crise, l'atmosphère change et un climat de suspicion s'installe. C'est la rupture. Alors qu'une partie des adeptes quitte le culte avec perte et fracas, un noyau dur de fidèles se resserre autour des deux gourous. Le discours change également. Il faut passer à la prochaine étape. La mort doit être comprise non plus comme une fin en soi, mais comme un processus de prise de conscience supérieure. Alors que nous vivons en plein apocalypse, nous sommes obligés de mourir pour renaître, vivre d'une façon consciente cette réintégration dans cette unité, je dirais, primordiale que nous rejoignons et dans laquelle nous allons nous refusionner, dans laquelle nous allons nous réintégrer. Début 90, la secte se réunit toujours régulièrement dans leur domaine en Suisse. Mais le ton a changé. Soupçons d'extorsion, trafic d'armes. Les autorités commencent à s'intéresser aux troublants agissements de la secte. Fini la joyeuse communauté qui cultive des légumes, prône l'entraide et veut faire émerger une élite spirituelle pour sauver l'humanité. Les cérémonies continuent, mais en petit comité. Matraquée par les deux gourous, une nouvelle idée émerge. L'humanité est condamnée, l'apocalypse imminente. L'avenir de l'ordre du Temple solaire n'est plus sur Terre. Pour survivre, l'OTS doit se réincarner et atteindre le plan astral. Destination, la planète Sirius. Alors Vénus, pour finir, ça tombe à l'eau. Mais oui, mais puisque dans les... Moi, j'ai l'impression qu'on va d'abord aller sur Vénus. Ouais, parce qu'on verra. De toute façon, j'ai dit tout le temps, je m'en fous. L'essentiel, c'est d'aller où on doit aller, c'est tout. Il y a des choses sur ce qui se passe sur la planète. La celle-ci, l'autre, sérieuse. Il faut absolument sortir de l'humain et accepter que je sache. On vivra quelque chose de fabuleux, de tellement fabuleux. À partir de là, tout s'accélère. Automne 1994, Canada. Antonio et Suzanne Dutoit ont quitté la secte il y a plusieurs années déjà. Déçus, comme d'autres, par le comportement et l'avidité de leur gourou, ils refusent tout contact avec l'ordre du Temple solaire et leurs membres. Dominique Bellaton, la compagne de Joe Di Mambro, est la seule personne avec qui ils acceptent encore de communiquer. Le 17 septembre, elle les invite une première fois à dîner chez elle, chemin de Belle-Île, Morin Heights. Le 30 septembre, rebelote. Cette fois, Dominique invite les Dutoit et leur enfant d'à peine 3 mois à dîner chez elle. Le couple arrive vers 17h au 199 chemin de Belle-Île. Dans le salon, le couple Genoux, Jerry et Colette, sont présents, ainsi que Joël Heger, arrivé de Suisse quelques jours plus tôt. Les échanges sont cordiaux, le début de soirée agréable. Pourtant, Suzanne et Antonio viennent de tomber dans un piège, un massacre, une purge. Un règlement de compte organisé depuis la Suisse. Antonio était une figure importante du culte. Les brebis galeuses doivent être punies. On craint qu'elles ne parlent. Antonio est attiré au sous-sol par Joël Heger. Là, il reçoit plusieurs coups de batte de baseball à la tête. La violence est inouïe. Il est poignardé à 50 reprises. À l'étage, dans le salon, Suzanne est poignardée à 14 reprises au cou et à l'abdomen par Jerry Genoux. Leur fils, Christopher Emmanuel, 3 mois, reçoit lui 6 coups de couteau.
Jerry Genoux et Joel Egger enroulent les corps des 3 victimes dans des couvertures et les dissimulent dans un réduit sous l'escalier menant à la cave. À 22h10, cette même soirée, Joel Egger et Dominique Bellaton sont aperçus à l'aéroport de Montréal, embarquant pour la Suisse. Le couple Genoux reste sur place pour nettoyer la scène de crime. Le 3 octobre, ils avalent des somnifères, installent un dispositif de mise à feu artisanal et se couchent. Le 4 octobre, à 5h, le dispositif de mise à feu s'embrase, et le chalet aussi. L'horreur était préméditée. Cela faisait plusieurs semaines que la vengeance des gourous Luc Jouret et Jody Mambro était programmée. Et elle est impitoyable. Mais le massacre de Maureen Heights n'est que le début. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, en Suisse, à Chéry. Mardi 4 octobre, 23h55. Alertés par des témoins, les pompiers foncent vers la ferme de la Rochette. L'écurie est en flammes. Après avoir éteint l'incendie, les secours constatent que les portes du bâtiment sont fermées de l'intérieur. Un dispositif de mise à feu artisanal semble être à l'origine du brasier. Une fois entré, c'est l'effroi. 23 cadavres gisent dans les ruines fumantes. 10 hommes, 12 femmes et un enfant de 10 ans. 23 corps à moitié calcinés, disposés en cercle autour d'un point central, sur le dos. Certains ont des sacs plastiques sur la tête, d'autres les mains liées. Plusieurs présentent des plaies par balles à la tête et des traces de piqûres au bras. Les autorités sont sous le choc. Ils n'avaient jamais vu ça. Pourtant, la même nuit, à une centaine de kilomètres de là, à Granges-sur-Salvan, les secours sont appelés pour un triple incendie dans 3 chalets aux alentours de 3h du matin. Comme à Chéry, quelques heures plus tôt, les autorités découvrent une scène apocalyptique dans l'un des chalets. 25 corps jonchent le sol de la maison. Même constat. Les victimes sont allongées, sacs sur la tête, plaies par balles au niveau du crâne. Toutes présentent des traces de piqûres au bras. À l'étage, accroché au mur, au-dessus du cadavre de 2 enfants, les policiers découvrent une feuille A4 blanche. Sur la feuille, un dessin de la croix, symbole de l'OTS, avec une phrase écrite au feutre violet. Pour notre maître qui nous guide pas à pas sur le grand chemin de la lumière éternelle. Et en Suisse, c'est un véritable carnage qui s'est produit l'année dernière. Stupeur, effroi. Les chaînes de télévision internationales affluent dans les 2 villages suisses. Personne ne comprend ce qui a pu se passer. Crime odieux, massacre programmé. Le lendemain matin, 300 lettres écrites par la secte arrivent aux médias ou à des personnalités publiques. Elles évoquent les croyances de l'ordre, revendiquent et justifient l'acte odieux. L'objectif du suicide collectif, le transit, le voyage vers l'étoile Sirius. Le moyen, mourir par le feu un soir d'équinoxe, libérer son âme et se réincarner dans l'astral. Des cassettes vidéo retrouvées sur le lieu de la tuerie accréditent l'hypothèse du suicide collectif. On y voit les membres de la secte partager un repas en chantant. Tout le monde a l'air heureux, les adeptes trinquent. Parmi les convives, Dominique Bellaton et Joel Egger, tout juste revenus de leur expédition punitive au Canada. Mais aussi Luc Jouret, le grand maître. Jody Mambro tient la caméra. Un temps suspecté, les corps des 2 gourous sont identifiés parmi leurs fidèles à Salvan. Les enquêteurs ne parviendront pas à trouver un responsable encore vivant. Au total, 50 membres de la secte périssent ce jour-là. Interrogés par les médias à la suite du drame, d'autres membres de l'OTS regrettent de ne pas avoir été choisis pour le transit vers Sirius, le grand voyage. Et devons en assurer l'éternité. L'étoile bleue, grâce à son rayonnement cosmique, transformera en un éclair instantanément les porteurs de vie et de la conscience lors du passage.
23 décembre 1995, massif du Vercors, France. Les gendarmes découvrent 16 cadavres à moitié calcinés, disposés en cercle dans la forêt. 13 adultes et 3 enfants. Comme en Suisse 1 an et demi plus tôt, les corps présentent des traces de sédatifs et de plaies par balles. Même constat, même folie. Les adeptes ont fait leur transit. 22 mars 1997, Saint-Casimir, région de Québec, Canada. 5 membres d'une même famille et adeptes de la secte sont retrouvés morts dans les mêmes circonstances. Leur maison incendiée par un dispositif de mise à feu artisanal. 3 jeunes adolescents sont retrouvés vivants à proximité de la bâtisse. Choqués, ils auraient réussi à convaincre leurs parents de ne pas périr avec eux dans les flammes. Au total, 74 membres de l'Ordre du Temple solaire ont péri entre 1994 et 1997, au nom d'un rêve fou, celui de rejoindre les étoiles, ou plutôt une étoile, Sirius. L'événement à Grenoble, c'était l'ouverture à 14h du procès de l'Ordre du Temple solaire. En 2001, un procès a lieu en France, à Grenoble, pour essayer de trouver un coupable à ces drames humains. L'accusé, Michel Tabachnik, un musicien et chef d'orchestre suisse et ancien membre influent de l'Ordre du Temple solaire. Mais le faisceau d'indices est trop pauvre et le dossier trop mince pour aller au bout. Le prévenu est relaxé au bénéfice du doute. Le drame de l'Ordre du Temple solaire aura bouleversé l'opinion publique en Suisse, au Canada et en France. Les controverses qui ont suivi ont eu un rôle majeur dans le renforcement de la lutte contre les sectes. En 2002, la France crée la Mivilude, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.